Dans un contexte de lutte économique exacerbée avec les autres grands blocs, le centre spatial de Kourou demeure un élément central dans la stratégie française et européenne d'accès à l'espace. Le lancement vers 2030 d'un vaste programme de construction d'ascenseurs spatial galvanise les énergies et relance l'économie. L'Europe y joue son statut de puissance mondiale. Le défi est colossal. Produire des dizaines de milliers de kilomètres de câbles de carbone, le tendre depuis une station orbitale, puis l'amarrer à des fondations en béton de plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Les promesses sont tout aussi spectaculaires. Permettre un accès à l'espace à des prix dérisoires afin d'exploiter les richesses minières des astéroïdes et ouvrir la voie vers la Lune et Mars. La course à l'espace est relancée. Pendant ce temps, la surveillance des individus atteint un nouveau stade. Afin de maîtriser une population plus mobile que jamais, le puçage se généralise. Rapidement, une puce contient toutes les données médicales, financières et civiles de son porteur. Ceux qui la refusent pour des raisons idéologiques deviennent apatrides et se réfugient sur les côtes, s'ajoutant aux réfugiés climatiques. Refoulés en mer, ils décident de s'y installer pour s'inventer de nouvelles identités. La première nation post-territoriale émerge, la P-Nation, ou Nation Pirate, qui a pour elle le nombre et la débrouille. Elle prend la forme d'un réseau d'embarcations capable de s'assembler pour former des villes flottantes. Jusqu'au début de la décennie 2040, la P-Nation survit et se renforce en restant sous les radars de la communauté internationale. Un matin de l'été 2042, l'immense fusée Ariane Heavy s'apprête à envoyer en orbite haute les premiers éléments du terminus de l'ascenseur. La fusée qui s'arrache à la gravité terrestre achèvera la phase 2 de construction de l'ascenseur spatial. My God. There's been an explosion. À cet instant, la P-Nation se révèle aux yeux du monde. Quelques minutes avant le tir, un sous-marin non identifié a émergé au large de Kourou. L'appui d'une grande puissance étrangère, hostile au projet européen, a permis aux forces pirates de les équiper d'un railgun, un lanceur de projectiles à haute vélocité qui place le submersible en dehors des filets de sécurité dressés par l'armée. Une technologie qui était jusqu'alors inaccessible à la P-Nation. Une invasion s'ensuit, préparée avec soin par des commandos low-tech. Les pirates, par milliers, envahissent la Guyane française, par terre et par mer. Les motivations sont multiples. Revendications anticolonialistes, butin que recèle le plus grand site industriel au monde et volonté de peser dans le concert des nations. L'armée est déployée face à une force extrêmement fluide. La riposte se fait sur tous les fronts. Ce n'est qu'après d'âpres combats que les forces françaises parviennent à libérer la Guyane. L'appui aérien y est déterminant. Malgré sa retraite, la P-Nation s'est positionnée comme un acteur dans le jeu mondial. La période 2040-2050 est marquée par la croissance de la P-Nation, lieu d'exil démographique qui arrange les pays des deux côtés de l'Atlantique. Ils l'utilisent à l'occasion pour s'attaquer par force interposée. Bien qu'elle ne constitue pas formellement une entité juridique, la P-Nation se dote d'un drapeau et d'une constitution sous l'impulsion de Xing Ziyi, un leader charismatique qui parvient à unifier ses différentes factions. En plus du rançonnage mené par sa flotte, la P-Nation attaque les flux internationaux en utilisant la cyberpiraterie. Cependant, bien que le développement des technologies marines permette la survie de la P-Nation, elle demeure dépendante des richesses de la terre ferme. Certaines factions se livrent ainsi à des raids dans l'intérieur des terres au fur et à mesure que les côtes s'érodent. Dans des territoires abandonnés par leurs États, têtes de pont et comptoirs fleurissent. Ils sont contrôlés par de gigantesques villes flottantes qui abritent désormais une partie des 100 millions de citoyens que compte la nation pirate. Face à ces incursions, les armées régulières doivent inventer de nouveaux modèles d'intervention, mêlant marine, armée de terre et cybercommando, appuyés par des moyens aériens et spatiaux. Après la mort de son premier leader, les derniers restes de confédérations politiques disparaissent, laissant un archipel de groupes aux intérêts disparates. La discorde se propage jusqu'à ce qu'un groupe de pirates plus belliqueux décide un nouveau coup d'éclat. Partant d'une des principales cités flottantes, Lagos sur l'eau, le raid, préparé pendant des mois,
agglomèrent des milliers d'embarcations de surface et sous-marines. Leur objectif, se saisir d'un navire chimiquier géant, croisant au large des côtes anglaises. La menace, une marée chimique désastreuse pour l'environnement et l'économie mondiale, dévoie un des principes fondateurs de la P-Nation. Pour les forces européennes, la situation est complexe. L'assaut est lancé et le chimiquier, vaste nef de plus de 900 mètres de long, tombe aux mains des troupes pirates. Ils occupent désormais l'espace aérien grâce à une flotte de drones de fabrication artisanale.